Je vais présenter FIDES. Je suis Liliane Portelance de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, FIDES, qui est arrivé ici le 21 octobre et qui était avec nous pour 2 mois et un peu plus. Alors, elle a poursuivi une partie de ses études au Burundi et l'autre partie à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Alors, une licence à l'Université de Burundi, un diplôme d'études spécialisées en sciences de l'éducation et un diplôme d'études approfondies en sciences psychologiques, de même qu'un doctorat en sciences de l'éducation à l'Université catholique de Louvain. Actuellement, FIDES est enseignante-chercheur au département des langues et des sciences humaines de l'École normale supérieure du Burundi à Bujumbura. Bien ça? Bujumbura. Bujumbura. Oui. Et puis, elle est évidemment stagiaire postdoctorale actuellement à l'UQTR et son stage porte sur 2 thématiques qui se raccordent bien, la formation des formateurs en milieu de pratique et l'insertion professionnelle des enseignants. Alors, je laisse la parole à FIDES. Merci Liliane de la présentation. Je remercie également les gens qui ont organisé la conférence. Et comme vous le voyez, je vais vous entretenir sur la formation des enseignants du secondaire au Burundi, obstacles et perspectives. Alors, au niveau de la structure de ma présentation, dans un premier temps, je commencerai par présenter le système éducatif burundais de manière globale. Et après, alors, je vais aborder vraiment la formation des enseignants du secondaire au Burundi qui nous occupe beaucoup plus dans cette conférence. Et après, alors, je présenterai les résultats de ma recherche doctorale qui sont vraiment beaucoup plus centrés sur la formation en milieu de pratique. Et enfin, alors, je vais dégager vraiment les défis et les enjeux de la formation des enseignants au Burundi. Alors, de manière globale, comme je vous le disais, là, vraiment, le système éducatif burundais s'inscrit dans un contexte global que je tiens vraiment à préciser parce que la majorité parmi vous, vraiment, vous ne connaissez pas le contexte. Le Burundi, quand on parle du Burundi, on est où? Voilà, le Burundi, vraiment, c'est avec la capitale Bujumbura. On se trouve en Afrique de l'Est. Et au nord du Burundi, nous avons le Rwanda, la République démocratique du Congo qui se trouve à l'ouest, et nous avons la Tanzanie qui se trouve au sud et à l'est du Burundi. Voilà, donc nous sommes un pays qui est enclavé, donc qui n'a pas vraiment accès à quoi? Accès à la mer ni à l'océan. Alors, au niveau général, la superficie du Burundi, c'est de 27 834. Vous vous rendez compte que vraiment c'est un pays qui est tout petit. Et là, avec une population quand même qui est très grande, de 8 053 570. C'est une grande population et là, donc, ça relève du recensement général de la population de 2008. Et actuellement, il paraîtrait même que la population vraiment s'élève vers même 10 millions. Donc, c'est beaucoup pour cette superficie de 27 000, mais avec aussi une densité de la population autour de 334 par kilomètre carré. Là, donc, on voit vraiment que c'est beaucoup plus dense. Alors, ça bloque. Pas de souris, hein? Ça bloque, excusez. Voilà, ouais. Ça marche. Alors, au niveau de ce système éducatif burundais, vraiment, il est organisé et géré au niveau de 2 ministères. On a d'abord le ministère de l'enseignement de base et secondaire, de l'enseignement des métiers, de la formation professionnelle et de l'alphabétisation. Donc, c'est un ministère vraiment qui rassemble beaucoup de choses à la fois. Mais également, nous avons le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et c'est ce ministère qui forme les enseignants. Alors, au niveau de la structure de ce système éducatif burundais, schématiquement, on voit vraiment que le système éducatif burundais est structuré à 4 niveaux. Nous avons d'abord l'enseignement primaire qui dure 6 ans. Ensuite, les gens qui réussissent l'enseignement primaire après la passation d'un concours national vont accéder au secondaire tronc commun qui dure 4 ans. Et après, alors, les gens qui ont, malheureusement, qui échouent le cycle primaire de 6 ans, qui n'arrivent pas à réussir le concours national, ils se dirigent beaucoup plus sur l'enseignement professionnel qui dure 2 ou 3 ans. Tout comme il y a des abandons à ce niveau-là qui ne vont pas accéder vraiment à l'enseignement professionnel.
Alors, au niveau du secondaire, au niveau vraiment du deuxième cycle du secondaire, nous avons l'enseignement secondaire général qui dure 3 années, l'enseignement secondaire pédagogique de 2 ou 4 ans, mais également l'enseignement secondaire technique qui dure 3 ou 4 ans. Enfin, alors, les gens vraiment qui arrivent à réussir ce deuxième cycle du secondaire, ils accèdent à l'enseignement supérieur moyennant la passation et la réussite dans un examen d'État qui est organisé à la fin de ce cycle. C'est ça, donc, c'est de cette manière où commence à s'organiser le système éducatif burundais. Et à ce niveau-là, vraiment, avec ce système d'enseignement supérieur, il y a des formations de 2, de 3, de 4, de 5, voire même de 7 ans pour les facultés de médecine. Alors, il y a lieu de préciser qu'au niveau de ce système éducatif burundais, il y a quand même 2 réformes qui sont en cours depuis 2 ans. La première réforme, c'est une réforme qui concerne le primaire et le secondaire. Et cette réforme, ça concerne ce qu'on appelle actuellement l'école fondamentale. Et avec cette école fondamentale-là, c'est-à-dire que le cycle primaire, qui se terminait au départ en 9e année, en 6e année, cette fois-ci, ça doit se terminer en 9e année. Et l'accès au poste fondamental, qui va durer 3 années, là, va être conditionné par la réussite aussi des examens de 9e année. Et les gens alors vraiment qui ne vont pas passer, qui ne vont pas réussir ces examens-là, n'auront pas la chance de continuer la formation, d'où alors on essaie de les préparer au métier. Alors, la mise en place de cette réforme du primaire et secondaire, c'est une réforme vraiment qui est beaucoup plus visée à quoi? Qui vise beaucoup plus l'intégration régionale. Le Burundi vient de s'intégrer dans une société de la communauté est-africaine. Et dans cette communauté-là, nous avons le Rwanda, nous avons la Tanzanie, nous avons le Kenya et l'Ouganda. Et dans ce cas, ils sont déjà vraiment dans ce système de terminer l'école primaire vers la 9e année. Et on essaie alors vraiment de s'intégrer, de s'adapter au système éducatif qui se trouve dans la région. Alors, la deuxième réforme, c'est la réforme qui concerne l'enseignement supérieur. Là, vraiment, c'est le baccalauréat, maîtrise et doctorat. C'est également une réforme qui est en cours depuis 2 ans. Et là, donc, on est déjà en 3e année pour ceux qui ont commencé directement avec cette réforme. Et la visée également, là, c'est vraiment beaucoup plus la mobilité des étudiants, mais également la mobilité des enseignants au niveau régional et international. Donc, ce sont vraiment des réformes qui sont en cours, mais vraiment qu'on n'a pas encore bien évalué l'impact au niveau de la qualité de la formation. Donc là, on attend pour voir où on va arriver par rapport à cela. Alors, au niveau des effectifs et des apprenants, si nous considérons le système de manière globale, au primaire, avec les effectifs vraiment de la rentrée scolaire 2009-2010, on avait inscrit 1 896 882 écoliers à cette année scolaire. Mais au secondaire, on avait vraiment un effectif qui s'élevait à 263 508. Vous voyez quand même qu'il y a un écart par rapport à la population primaire et la population secondaire qui pourrait être expliqué d'une part par les taux de redoublement au primaire, mais également peut-être expliqué par le taux d'abandon aussi qui est vraiment élevé au primaire. Alors, au niveau de l'enseignement supérieur, là, on a 15 119 étudiants des universités publiques. Et avec ces universités publiques, nous n'en avons que 4. Il y a l'Université du Burundi, l'École normale supérieure, l'Institut national de santé publique et l'Institut supérieur des cadres militaires. Ce sont les 4 institutions publiques qui forment les étudiants au niveau supérieur. Mais par contre, nous avons aussi vraiment un taux qui est très élevé au niveau des universités privées, 17 463 étudiants. Et là, actuellement, on a une vingtaine d'universités et instituts privés. Donc, vraiment des institutions qui ont gonflé d'ici quelques années. Et là, donc, ces données-là, nous les retrouvons beaucoup plus dans l'annuaire de 2011-2012. Ce qui dit que même actuellement, on peut retrouver vraiment des effectifs et des étudiants qui ont gonflé beaucoup plus. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe vraiment qu'on trouve un public au niveau du privé qui est beaucoup plus élevé par rapport au public vraiment dans l'enseignement supérieur où on a les universités publiques.
Alors, la question, ça s'oppose à son niveau ou au niveau du secondaire. On a beaucoup d'effectifs, des gens qui terminent les humanités, qui veulent rentrer à l'université publique, parce que déjà, l'université publique, vraiment, il y a la gratuité. On ne peut pas les frais de scolarité, mais également les étudiants continuent à bénéficier un tout petit peu de bourses d'études. Donc là, c'est l'État qui prend en charge les étudiants qui parviennent à être intégrés dans le système public. Et là, alors, étant donné justement les moyens qui sont un peu limités, on est obligé de sélectionner et de ne retenir qu'un petit nombre dans les universités publiques. D'où alors, il y a un grand nombre d'étudiants qui viennent de terminer les humanités, qui ne trouvent pas de place dans l'université publique. D'où alors, les gens en ont profité pour créer beaucoup plus d'universités privées. Et ils en obtiennent, on voit que les chiffres vraiment sont très élevés. Mais également, une autre question qui se pose à côté de cela, c'est qu'au niveau du système public d'enseignement, il y a la plupart des fois des grèves, donc des conditions de travail qui ne sont pas vraiment bien acceptées par les gens qui sont concernés. D'où alors parfois avec les grèves, les années académiques deviennent élastiques, comme on le dit, ça ne se termine pas. Même certains étudiants qui ont des moyens, qui ont été affectés dans l'université publique, préfèrent aller dans l'université privée pour pouvoir terminer à temps. C'est ça donc qu'on pouvait dire par rapport aux effectifs des apprenants. Alors, le deuxième point par rapport à la formation des enseignants du secondaire au Burundi, on voit vraiment que cette formation des enseignants du secondaire s'organise surtout dans deux institutions d'enseignement supérieur. D'abord, c'est à l'Université du Burundi, mais ensuite, c'est à l'École normale supérieure. Et la durée de la formation, je l'ai déjà dit, c'est entre 3, 4, 5 ans. Mais dans le nouveau système, nous formons les enseignants du secondaire sur une période de 3 ans. Alors, la remarque, c'est qu'on trouve qu'aucune institution supérieure privée ne forme des enseignants du secondaire ni du primaire. Et là, alors, c'est pourquoi? Parce que justement, nous sommes dans une société où le métier d'enseignant vraiment est déconsidéré dans la société burundaise. Et là, alors, si on crée une université privée, le problème, c'est qu'on ne va pas arriver à trouver un public parce qu'ils se rangent beaucoup plus dans des filières qui sont beaucoup plus considérées et où ils sont supposés trouver du travail après la formation. D'où alors, vraiment, les gens qui ont les universités privées visent beaucoup plus des filières qui sont beaucoup plus valorisées par la société. Alors, cette formation des enseignants qui se déroule dans l'enseignement public, avec l'ENES et avec l'Université du Burundi, je dirais que c'est une formation à deux vitesses. Pourquoi? Parce que d'une part, nous avons des étudiants, des futurs enseignants qui sont formés à l'École normale supérieure, d'autres qui sont formés dans l'Institut de pédagogie appliquée et dans la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation et dans l'Institut d'éducation physique qui sont rattachés à l'Université du Burundi. Et là, alors, ces futurs enseignants qui sont formés dans ce cadre-là, ils bénéficient d'une formation disciplinaire, pédagogique et pratique. Là, c'est vraiment le premier lot de futurs enseignants qui sont formés. Le deuxième lot, nous avons des futurs enseignants qui sont formés dans d'autres facultés de l'Université du Burundi, surtout dans la faculté des lettres et dans la faculté des sciences, mais aussi dans d'autres facultés. Ces étudiants-là, ces futurs enseignants, vraiment bénéficient d'une formation purement disciplinaire. Il n'y a pas de formation pédagogique, il n'y a pas de formation pratique qui est vraiment préconisée à ce niveau-là. Mais ces futurs enseignants sont reconnus officiellement comme qualifiés à enseigner à la fin vraiment de leur cursus de formation. Donc c'est là où vraiment on voit que quand même il y a une différence au niveau de la formation. Alors, si on revient, on insiste beaucoup plus sur cette formation à l'ENES et à l'IPEA, où on voit vraiment que ce sont les deux institutions qui sont considérées comme les premières à préparer efficacement les futurs enseignants dans toutes les disciplines qui sont enseignées au secondaire. Là aussi, les défis, vraiment, les problèmes ne manquent pas. Pourquoi? En réalité, on voit que l'organisation du cursus de formation, les programmes ne sont pas conçus pour former à la carrière enseignante, mais dans une perspective d'ouverture sur des diplômes universitaires classiques. Et là, alors, on a un exemple concret. Si on part de l'analyse des volumes horaires qui sont réservés respectivement aux enseignements des savoirs disciplinaires
et aux enseignements pédagogiques, là, on sent réellement qu'on forme des gens vraiment qui tendent beaucoup plus sur des diplômes universitaires qui sont vraiment classiques. Ça se bloque encore. Oh, voilà, c'est là. Alors, au niveau de cet exemple par rapport au volume horaire, on voit que sur un total de 180 crédits qui sont dédiés à la formation des enseignants à l'École normale supérieure et à l'Institut de pédagogie appliquée, une formation qui se réalise actuellement sur 3 ans, donc chaque année de formation c'est 60 crédits, on voit que seulement 38 crédits sont destinés à la préparation au métier. Et en répartissant ces 38 crédits, nous avons 28 crédits pour les cours d'ordre pédagogique et psychologique, et nous avons seulement 10 crédits pour la pratique pédagogique, autrement dit les stages. Là, on voit quand même vraiment un écart par rapport à cette formation qui est beaucoup plus théorique et un manque vraiment par rapport à la formation pédagogique, mais aussi pratique. Mais également, si on va du côté des formateurs, nous constatons l'absence d'une vision de carrière enseignante chez les formateurs. Pourquoi? Parce que les spécialistes des disciplines à enseigner, ils n'accordent pas vraiment l'importance à la pédagogie. Et là, donc, on peut aussi partir d'un exemple. Si on prend dans des réunions, par exemple, d'élaboration de programmes de cours, d'élaboration de maquettes de cours, on voit que certains propos des spécialistes et des disciplines à enseigner sont quand même un peu décourageants. Exemple, là, quand, par exemple, un formateur va dire « Nous ne formons pas des psychopédagogues, mais des mathématiciens. N'attribuons pas alors beaucoup aux cours pédagogiques et aux stages. » Donc, c'est comme si vraiment chacun cherchait à tirer de son côté comme quoi on forme des gens vraiment qui sont spécialistes des disciplines, mais au fond, on oublie que former un enseignant de mathématiques, ce n'est pas la même chose que former vraiment un licencié ou un bachelier en mathématiques et tout court. Donc, c'est vraiment cette question seulement qu'elle a du côté pédagogique qui est développée aussi dans l'esprit des formateurs. Alors, en outre, on voit aussi que les profils des formateurs, d'enseignants, les formateurs des formateurs, quand on les recrute, on tient toujours compte de la possession du diplôme universitaire, comme si vraiment c'est censé conférer à tout prix à la compétence à enseigner. D'où alors on ne tient pas compte de l'expérience professionnelle dans l'enseignement de l'individu, on ne tient pas compte des connaissances pédagogiques à côté vraiment des connaissances disciplinaires, d'où alors ces réactions, ces façons de faire par rapport au fait de ne pas valoriser la pédagogie est compréhensible parce qu'ils ont été formés dans ce système-là et on ne tient pas compte du profil pour les recruter. Alors, au niveau aussi des approches pédagogiques dans ce système de formation des enseignants, ce sont des approches pédagogiques qui n'intègrent pas vraiment une approche par compétence. Nous sommes toujours dans des programmes vraiment qui sont conçus sur le modèle d'une pédagogie par objectif. Là, jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est à ce niveau où nous sommes. Quoi ça? Non. Ok, c'est bon. Alors, il n'existe pas de référentiel de compétences. Ça, vraiment, on est vraiment dans une formation toujours par objectif. Il n'existe pas non plus des axes de la formation qui définissent le profil de l'enseignant à former. Et c'est ça, ça pose problème. Ça pose problème au niveau aussi du nouveau système, vraiment baccalauréat, master et doctorat. Parce que les étudiants qui terminent le baccalauréat vont dire, écoutez, oui, nous avons ce baccalauréat, mais ce diplôme-là, on le situe à quel niveau? Comme on est déjà dans un nouveau système. D'où alors, surtout dans le profil de formation des enseignants, il faut vraiment à tout prix définir ce référentiel de compétences et le profil de l'enseignant que nous formons. De l'autre côté aussi, il y a des études qui ont été réalisées sur la formation des enseignants qui montrent que les dispositifs de formation ne valorisent pas une articulation entre théorie et pratique. C'est comme si vraiment la théorie et la pratique se succèdent indépendamment l'une de l'autre. Ils sont dans la logique vraiment de l'application où on fait la théorie et après alors il y a la pratique comme si vraiment on n'établit pas un lien entre les deux. Et là donc finalement, au niveau même du cursus de formation, on se rend compte que les stages ne sont programmés qu'à la fin du cursus de formation. Donc sur une période continue d'1 mois.
C'est-à-dire en première année, en deuxième année, il n'y a pas de stage, et c'est à la fin, en troisième année, qu'il y a un stage qui est organisé sur une période d'1 mois. Alors, ça vraiment, c'était le cadrage général au niveau de la structure et de l'organisation de la formation des enseignants secondaires. Ça va? Voilà, alors au niveau de la formation continue, qu'en est-il de la formation continue des enseignants justement du secondaire? Là, vraiment, il est clair, il y a lieu de préciser qu'il n'existe pas un financement national qui est dédié à la formation continue des enseignants. Et ça, donc, ça implique beaucoup de conséquences. Pourquoi? Parce que la plupart des initiatives qui sont prises souvent ont un caractère ponctuel. On ne peut pas organiser d'une manière comme on veut vraiment la formation des enseignants. Pourquoi? Parce que ça dépend en grande partie du financement extérieur. Et là, alors, la durée même et la fréquence vraiment des sessions de formation dépendent toujours de ce financement. D'où alors, c'est vraiment juste une petite partie d'enseignants du secondaire qui accèdent à cette formation continue. Et parfois même, les critères de sélection ne sont pas déterminés ni communiqués aux enseignants. Alors, on sait quand même que la plupart des organisations non gouvernementales, que ce soit des ONG locales ou internationales, elles s'intéressent beaucoup vraiment à la formation des enseignants. Mais le problème, c'est que chacune va travailler sur une thématique qui l'intéresse. Donc, ils vont organiser des formations continues en fonction vraiment des thématiques qui intéressent l'ONG, sans tenir compte de quoi? Des besoins des bénéficiaires. Ce qui fait qu'alors là, vraiment, il y a toujours des manques à ce niveau. Mais également, on voit que beaucoup d'enseignants vont passer plusieurs années vraiment sans une quelconque formation continue. Là aussi, il y a des choses qui manquent et qu'on est en train de relever ici. Alors là, je vais insister beaucoup plus sur ce troisième point, vraiment sur la formation en milieu de pratique. Donc, nous sommes partis de ce contexte de formation des enseignants qui n'a pas encore suffisamment évolué dans notre pays, mais qu'on voit pourtant qu'il y a des nouvelles pratiques qui sont liées aux nouvelles approches de l'enseignement, qui gagnent de plus en plus du terrain, mais également qui enregistrent des succès. Et cela nous a poussé de nous questionner de questionner la formation des enseignants en milieu de pratique dans notre thèse doctorale. Et cette thèse doctorale est intitulée « Quel stage en formation initiale des enseignants du secondaire, analyse des conceptions des formateurs et des étudiants de l'ENS au Burundi ». C'est une thèse que nous avons réalisée en 2011. Alors, cette thèse avait pour objectif d'identifier les besoins prioritaires d'une réforme de stage. Et pour arriver à identifier ces besoins prioritaires, nous nous sommes basés sur une démarche d'analyse de besoins selon le modèle de Bourgeois, un modèle vraiment qui est centré sur 3 pôles: la représentation de la situation actuelle, la représentation de la situation attendue et les représentations sur les perspectives d'action. Donc des pôles qui sont vraiment tout à fait intimement liés au niveau vraiment de l'analyse des besoins. C'est ce modèle qui nous a guidés. Et dans cette recherche doctorale, nous avons posé 3 questions de recherche qui nous ont conduit à mener 3 études. D'abord, la première question: est-ce que le stage organisé actuellement à l'ENS permet un développement de compétences professionnelles chez les futurs enseignants? Quelles sont les perceptions des étudiants et des formateurs quant au dispositif actuel de stage organisé à l'ENS? Et la dernière question qu'on s'est posée dans cette thèse: comment les formateurs perçoivent-ils les nouvelles modalités de stage et quelles sont les priorités qu'ils fixent pour une amélioration de la qualité de stage? Alors, pour la première étude que nous avons conduite, nous l'avons intitulée « Effet du stage sur les compétences professionnelles ». Donc, on a cherché d'abord à mesurer, à voir quelle est vraiment la situation actuelle et ce que ce stage permet aux apprenants de construire des compétences professionnelles. L'étude a été réalisée sur un échantillon de 99 étudiants. Et ces étudiants, en 2010, étaient inscrits en 3e année. Donc, c'était les étudiants qui étaient à la fin de leur cursus de formation et qui commençaient à faire leur stage de terrain. Alors là, on a pris vraiment les étudiants de tous les départements parce qu'on en a 3 à l'ENS. Nous avons le département des langues et sciences humaines,
nous avons le département des sciences naturelles et celui des sciences appliquées. Donc, on a essayé vraiment d'équilibrer par rapport aux effectifs dans notre chantier. Alors, la procédure de recueil de données dans cette étude-là, nous avons utilisé un questionnaire sur le sentiment de compétence par rapport à 5 dimensions qui devaient vraiment caractériser les compétences à acquérir au niveau des stages. D'abord, la première dimension, c'est expression orale et écrite. Nous avons également la conception des situations d'enseignement-apprentissage, le pilotage des situations d'enseignement-apprentissage, la supervision du mode de fonctionnement du groupe classe et la réflexion sur la pratique. Donc, ce sont vraiment les 5 compétences qu'on a essayé de repérer par rapport au contexte de formation des enseignants au Burundi et au contexte vraiment qui met en place le stage au Burundi. Et la passation du questionnaire vraiment a été réalisée en 3 temps. D'abord, nous avons fait passer le questionnaire avant le stage, ensuite en fin de stage et enfin à la fin du cycle. Donc, on a fait 3 passations avec le même groupe d'étudiants. Alors, les résultats de cette étude nous ont montré qu'avant le stage, les étudiants affichaient de façon générale un sentiment de compétence élevé. Ils se sentaient capables de réaliser avec succès les différentes tâches liées au stage. Là, donc, c'était vraiment avant le stage. Alors, ce résultat, on a pu vraiment l'interpréter comme étant un résultat qui serait beaucoup plus lié au fait que les étudiants, c'était vraiment leur première expérience de terrain. Donc, c'était la première fois qu'ils soient confrontés vraiment aux réalités de terrain. Donc, ils n'avaient pas l'idée vraiment de la complexité du métier par rapport au stage. Pourquoi? Parce que vraiment, c'était le premier stage, mais également l'expérience d'enseignement qu'ils avaient vécue, c'était par rapport aux leçons simulées qu'ils exercent devant leurs propres camarades de classe. Oh, un peu. Oh. Oh non. T'en as pas assez, Yann? Ok. Voilà. Okay. Alors, en fin de stage et en fin de cycle, on s'est rendu compte dans nos résultats que le sentiment de compétence a évolué pour 2 dimensions sur les 5 évaluées. On avait évalué 5 dimensions, mais on remarque qu'en fin de stage et en fin de cycle, c'est vraiment le sentiment de compétence qui avait évolué pour la conception des situations d'enseignement-apprentissage, mais également pour le pilotage des situations d'enseignement-apprentissage, sur les 5 évalués. Mais cependant, l'observation, c'est que on remarque que le sentiment de compétence avait augmenté surtout pour des tâches qui renvoient à la maîtrise des contenus et des techniques apprises ou à des situations qu'on peut prévoir à l'avance et qui ne demandent pas une interaction improvisée avec les élèves. Ce qui nous lie directement au contexte de formation, vraiment où on sait que c'est beaucoup plus théorique. Et le bagage théorique, c'est ça que les apprenants mobilisaient beaucoup plus au niveau du stage. Pourquoi ça? Pourquoi ça se bloque? Excusez-moi. Okay. Pour la dimension réflexion sur la pratique, on voit que les résultats montrent que le sentiment de compétence a baissé à la fin du cycle. C'est un contexte où l'accompagnement en général, si on regarde dans les pratiques de stage, si on écoute aussi les propos des apprenants et des formateurs, on voit vraiment que l'accompagnement semble être réduit à une simple évaluation. Il n'existe pas de moment de retour sur la pratique pour la contextualiser. D'où alors sûrement que les étudiants s'attendaient à ce qu'au retour, après les stages, avant de terminer l'année académique, qu'il allait y avoir des retours sur la pratique pour l'analyser vraiment par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la théorie disponible. Et ces moments-là, alors, n'ont pas été organisés. Alors, quant aux dimensions expression orale et écrite, et supervision du fonctionnement du groupe classe, le sentiment de compétence est resté stable pour les 3 temps de passation. Et là, vraiment, le résultat, c'est un résultat qu'on peut expliquer sur base des théories qui existent par rapport à Soja, par rapport aussi à Durand, où on sait que les actes destinés à tenir la classe constituent des préoccupations partagées par des débutants au moment d'entrer dans le métier. Et là, le rôle du formateur, vraiment, c'est très crucial à ce niveau. Le stagiaire a besoin de l'avis de son formateur pour valider ses façons.
Et là, donc, sûrement que le contexte n'a pas pu vraiment offrir cela et que les étudiants gardent un sentiment de compétence qui est mitigé par rapport à ces aspects. Alors, en conclusion, par rapport vraiment à cette première étude, on voit que certes, ces informations étaient pertinentes, mais c'était des informations qui n'étaient pas du tout suffisantes pour établir les priorités pour une réforme de stage. D'où alors on a essayé de compléter l'étude par une autre qui est qualitative, qui intègre aussi le point de vue des formateurs. Parce qu'on avait évalué vraiment les activités des étudiants, il fallait alors avoir aussi le point de vue des formateurs par rapport à ce stage qui est organisé à l'ENES. Alors, la deuxième étude que nous avons intitulée « Perception des formateurs et des étudiants à propos du stage organisé à l'ENES » a été menée auprès des étudiants, auprès des formateurs, mais également auprès des responsables académiques pour pouvoir croiser vraiment les regards par rapport au stage qui est organisé. Au niveau de la procédure de recueil des données, nous avons cette fois-ci utilisé un focus group que nous avons vraiment beaucoup de focus group si vous voulez, parce qu'on a organisé les entretiens de groupe pour chaque catégorie, que ce soit pour les étudiants, que ce soit pour les formateurs, mais aussi pour les responsables académiques. On a donc rédigé un guide d'entretien qui était construit sur base des 3 pôles du modèle d'analyse des besoins en lien avec les principaux aspects du stage. Donc, par rapport à la planification du stage, par rapport à l'encadrement, par rapport à l'évaluation et par rapport à l'articulation théorie-pratique. Alors, les résultats de cette deuxième étude, ça nous a montré que les différentes catégories d'acteurs exprimaient une insatisfaction par rapport au dispositif de stage. Autrement dit, une tension entre la situation perçue et la situation attendue vraiment s'est affichée à ce niveau-là. Donc, il y avait une insatisfaction par rapport au stage pour les 3 catégories de formateurs. Alors, les différents acteurs également, vraiment, leurs propos s'accordaient sur l'urgence de l'amélioration des pratiques. On se rendait compte qu'au niveau vraiment des propositions par rapport aux perspectives d'action, il n'y avait aucune contradiction ou désaccord entre les différentes catégories d'acteurs qui sont impliqués dans la formation à l'ENES. Alors, selon ces formateurs, ces responsables académiques et ces étudiants, on voit vraiment qu'un accent devrait être mis sur la phase préparatoire du stage. Dites voilà, il faut vraiment que la phase préparatoire du stage soit mûrie, soit bien préparée. Pourquoi? Parce que pour permettre aux formateurs de se concerter quant aux orientations du stage, mais également pour arriver à mettre en place des modalités aussi et arriver à construire des outils à utiliser. Également, vraiment, ces catégories d'acteurs disent qu'il faut un partenariat entre les NES et les écoles secondaires. Autrement dit, arriver à associer les enseignants du secondaire dans la formation des stagiaires sur le terrain, ce qui devrait permettre justement l'amélioration de la qualité de la formation pratique. Mais également, un autre élément important qui a été mis en évidence, c'est quoi? C'est vraiment l'évaluation formative. Privilégier l'évaluation formative pour permettre aux stagiaires de progresser dans leur démarche d'apprentissage du métier. Et là, alors, dans l'ensemble, avec cette deuxième étude, on voit que quand on utilise cette démarche de focus group, ça ne permet pas vraiment d'atteindre un consensus et ça ne permet pas même de prendre des décisions selon les théories qui existent. D'où alors, il fallait mener une dernière étude pour arriver justement à approfondir l'analyse des besoins, mais également établir les priorités et les perspectives d'action. Alors, cette dernière étude, priorité pour améliorer la qualité du stage, elle a été menée sur 47 formateurs de l'ENES. Donc, on avait 47 participants et au total, vraiment, à cette période-là, au niveau des formateurs, on n'en avait que 69. Donc, c'était vraiment la majorité des formateurs. Et la procédure de recueil de données, on a utilisé cette fois-ci un questionnaire qui était focalisé sur les priorités en rapport avec la préparation du stage, en rapport avec les modalités d'accompagnement, mais également en rapport avec l'évaluation du stage et la réflexion sur la pratique. Autrement dit, les 4 modalités du stage. Alors, à cette étude-là, vraiment, on est arrivé sur des résultats qui nous ont montré que la préparation du stage se voulait être la principale composante à prendre en compte pour améliorer la qualité du stage.
Autrement dit, cette préparation du stage devrait renvoyer à la planification adéquate du stage, à la construction des outils qui seront utilisés, mais également amener les formateurs à acquérir des nouvelles compétences par rapport à l'accompagnement, mais également comprendre les orientations du stage. Mais également, une autre priorité qui a été mise en évidence dans cette étude-là, c'est que l'amélioration des conditions de travail des formateurs et l'instauration d'un partenariat toujours entre les NES et les écoles secondaires se trouvait également une urgence vraiment à faire pour pouvoir améliorer la question de la formation pratique des enseignants. Alors, en conclusion, vraiment, globalement, j'ai essayé de faire la synthèse des résultats de la thèse. On voit que de façon générale, les résultats ont montré clairement que pour améliorer la qualité du stage, il serait important de se pencher en priorité sur des conditions organisationnelles du stage. Et enfin, ces résultats nous ont amené vraiment la thèse à finalement aboutir sur une proposition d'un nouveau dispositif de stage. Et ce dispositif que nous avons élaboré, c'est un dispositif de stage qui tenait compte des nouvelles modalités de stage en formation des enseignants, mais également qui tenait compte des caractéristiques du dispositif actuel de stage à l'ENS, mais aussi qui tenait compte des priorités fixées par les principaux acteurs. Et là, alors, avec ce dispositif, quand nous avons réintégré l'ENS après la formation doctorale, nous avons essayé de faire la mise en place du dispositif. Il y a quand même certains éléments qui sont déjà là, mais en essayant aussi d'évaluer, de faire un retour sur cette mise en place, on voit qu'il y a des éléments sur lesquels vraiment il faut beaucoup plus insister, ce qui nous a amené encore une fois sur notre projet de stage postdoctoral que nous sommes en train vraiment de réaliser ici à l'IPTER par rapport à la formation des maîtres de stage au Burundi. Comme nous sommes dans cette problématique où les formateurs des formateurs dans les institutions, ils ne sont que les seuls à accompagner les stagiaires, ils n'ont pas l'aide, ils n'ont pas l'appui des enseignants du secondaire, vaut mieux arriver alors à établir des dispositifs vraiment où on forme les enseignants du secondaire à appuyer dans cette logique-là de formation des stagiaires. Mais aussi, il y a un autre élément qui se pose, c'est la question de l'accompagnement en début de carrière. C'est cette question aussi qui nous occupe aujourd'hui vraiment dans notre stage postdoctoral avec Madame Liliane Portelens. Et là, vraiment, on voit que finalement, si un enseignant vient de terminer sa formation initiale avec un cursus beaucoup plus théorique, avec un accompagnement pédagogique qui est un peu réduit, il vaut mieux arriver à un certain moment où il faut le soutenir au moment de l'entrée dans la carrière. Et là, donc, on est en train vraiment de réfléchir par rapport à cette thématique. Alors, au fond, pour vraiment arriver avec les derniers éléments par rapport vraiment à la formation des enseignants du secondaire au Burundi, finalement, quels sont les défis, quels sont les enjeux? Parce que s'il y a des difficultés, s'il y a des problèmes qui s'opposent, bien sûr, il y a aussi vraiment des ouvertures, il y a des possibilités à mettre en place pour une amélioration. Alors, nous sommes dans un contexte où les conditions et le statut de travail préoccupent les formateurs et à tous les niveaux. Que ce soit au niveau vraiment de l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur, les formateurs se plaignent de leurs conditions de travail, mais également de leur statut de travail. D'où alors vraiment c'est un contexte quand même où il y a des défis à relever par rapport à ce côté-là. Mais également il y a une forte augmentation des écoles secondaires qui ont été créées suite aux effectifs élevés d'apprenants. Et là alors parfois ça fait que l'urgence des déficits quantitatifs à combler prime sur la qualité de la formation des enseignants. On a toujours tendance à, on va former beaucoup d'enseignants parce qu'il y a un manque dans telle région, dans telle zone, mais au fond, ça va limiter justement la qualité de la formation parce que les formateurs sont confrontés à un grand nombre et par conséquent, il est difficile vraiment de les accompagner dans l'apprentissage du métier. Alors aussi, il se fait que l'État va mettre ses espoirs dans les enseignants sans investir dans leur formation continue et dans les motivations. Ça aussi, ça pose problème à ce niveau-là. D'où alors, il faut vraiment chercher à motiver les enseignants. Il faut chercher aussi à investir dans leur formation continue pour améliorer la qualité de l'enseignant du secondaire. Aussi, un autre élément vraiment ici qu'il faut relever, c'est un défi, c'est que la carrière enseignante vraiment est déconsidérée dans la société burundaise. C'est lié à quoi? C'est lié justement à son manque de motivation, c'est lié à ses conditions de travail, à son statut de travail. Mais également, ce qui pose problème, c'est que les étudiants
qui sont formés à la carrière enseignante, ils ne réclament pas une professionnalisation au métier d'enseignant, mais plutôt un cursus de formation qui est identique à celle vraiment des facultés qui n'ont pas vraiment une visée de former les enseignants. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, voilà, il faut qu'on soit formé comme ces autres-là qui peuvent avoir des ouvertures sur un autre emploi que la carrière enseignante. D'où alors ils ne vont pas réclamer beaucoup plus de dispositifs qui vont les professionnaliser dans la carrière enseignante, mais plutôt ils vont réclamer une formation qui peut être valable à celle donnée ailleurs pour pouvoir avoir une autre porte de sortie par rapport aux professions qui sont valorisées. Là aussi, vraiment, c'est un défi qu'il faut relever. Oui, la question du matériel, de laboratoire et de support pédagogique et l'accès à l'Internet, là, il faut le dire, même à l'enseignement supérieur, ce sont des défis qui sont là. Et les effectifs pléthoriques, là, vraiment, dans les classes de formation d'enseignants, c'est difficile en tant qu'encadreur de stage, en tant que superviseur, de pouvoir accompagner un groupe de 10 étudiants. Dans une période d'un mois, tu n'arrives pas vraiment à les suivre convenablement parce que tu te déplaces d'une classe, d'un établissement à un autre, et là, le suivi vraiment renforcé n'existe pas à ce niveau-là à cause des effectifs, mais aussi vraiment la faible lisibilité des objectifs de formation. Il faut qu'on arrive à établir quel type vraiment d'enseignant veut-on former, avec quels moyens, avec quelles conditions bien sûr, mais aussi l'accompagnement en début de carrière. Ça, c'est aussi important, c'est sur ça qu'on est en train de réfléchir. Mais au fond, alors, ce sont des défis vraiment qui sont relevés, qui sont certes importants, mais qui ne sont pas insurmontables pour 3 raisons. Moi, ici, vraiment, je relève 3 raisons qui poussent à croire qu'on est dans la possibilité vraiment de relever ces défis. C'est surtout que l'État affiche une bonne volonté de faire progresser le système éducatif. Si la volonté est déjà là, il revient alors à penser de quelle façon on peut progresser. Mais également, les personnes et ressources existent au niveau local. Donc, nous ne sommes pas obligés d'attendre de l'extérieur par rapport aux gens qui peuvent modifier, qui peuvent faire et évoluer les choses. Il y a vraiment des personnes et ressources, mais aussi la possibilité de réorganiser les choses en mobilisant les ressources disponibles. Et là, donc, vraiment, on voit que ces 3 éléments peuvent nous amener à penser qu'il y a moyen de surmonter ces défis. Alors, en partant des différentes études qui ont été réalisées, il y en a beaucoup vraiment au niveau local par rapport à la formation des enseignants. Ces études-là, vraiment les conclusions de ces études-là sur la formation des enseignants au Burundi, ce sont des études qui vont s'accorder sur la nécessité de préconiser une véritable formation professionnelle des enseignants. Et qui dit véritable formation professionnelle des enseignants revient vraiment à insister sur la mise en place d'un référentiel de formation qui va définir des savoir-faire, des savoir-être professionnels à maîtriser par les futurs enseignants. Ça, c'est vraiment l'orientation, c'est toujours dans la logique de qui faut-il former. Alors, ces études dégagent également des axes importants qui devraient guider les décideurs et les gestionnaires des institutions de formation d'enseignants dans le souci d'améliorer la qualité des enseignants. Alors, ces études proposent justement vraiment le développement des dispositifs d'accompagnement. D'abord, pour assurer le suivi et l'encadrement pédagogique de futurs enseignants, mais également pour assurer aussi le suivi et l'encadrement pédagogique des enseignants qui sont déjà en activité. Parce que les enseignants qui sont déjà en profession, vraiment, ils rencontrent beaucoup de problèmes et parfois ces difficultés ne sont pas directement gérées par les directions des écoles, d'où alors il faut vraiment des dispositifs d'accompagnement. Alors, aussi, on voit que les intervenants externes dans le secteur de la formation des enseignants devraient partir des besoins réels des enseignants. Et là, alors, il va falloir mener d'abord des études d'analyse de besoins pour voir réellement si on organise des formations continues. Qu'est-ce que les enseignants aujourd'hui ont besoin pour pouvoir s'améliorer dans leur profession de tous les jours. Là, donc, vraiment, les études insistent par rapport à cela. Mais également la formalisation de la collaboration entre les établissements de formation et les écoles secondaires. Ça manque beaucoup et ça limite vraiment la qualité de l'accompagnement des étudiants qui sont en stage parce que les formateurs de terrain, ceux qui devraient être les formateurs de terrain, les enseignants du secondaire, ils vont se comporter comme des gens qui ne font qu'accueillir tout simplement les stagiaires et puis alors c'est fini, ils prennent les vacances, ils partent et ce n'est que le stagiaire vraiment qui
qui va attendre seulement que l'enseignant superviseur puisse passer pour voir comment ça se passe. Or, les enseignants vraiment du secondaire sont beaucoup plus les mieux indiqués pour pouvoir aider et guider, accompagner le stagiaire. Mais aussi là, alors, on voit que ces études mettent en évidence la nécessité des structures de conseillers pédagogiques dans les institutions de formation d'enseignants. Oui, les structures de conseillers pédagogiques, ça existe en dehors des institutions de formation, au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire, mais ça ne s'occupe vraiment que des enseignants qui sont sur le terrain, et là, les descentes aussi vraiment sont limitées. Dans les institutions de formation, on n'a pas ce genre de conseillers qui devraient beaucoup plus vraiment guider la gestion de ces institutions de formation d'enseignants. Mais aussi, vraiment, on voit que ces études mettent en évidence que les conventions interuniversitaires pour un partage de pratiques dans le domaine de la formation des enseignants pourraient vraiment aider dans l'amélioration de la qualité de la formation des enseignants du secondaire. Et là, ça devrait s'arrêter là. Oh. Ça se bloque encore, mais j'avais presque fini là. Ah non, c'est fini. Allez. Ah non. Ah non. Ok. Ah. C'était juste, je vous remercie. Oui, c'était juste ça vraiment à la fin et ça se bloque à la fin. Bon, je vais défiler tout doucement parce que ça aussi, je dois l'afficher, ça, c'est important pour moi. Je vous remercie. Tu peux le dire aussi. Voilà. Ah! Et voilà, je vous remercie. C'est ça qui avait bloqué. C'est la fin de la conférence. Merci, Fidèle. Merci.